Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce bœuf politique sur JMTV+, le premier de cette semaine. L'heure est solennelle car nous allons recevoir quelqu'un dont le patronyme va vous parler. Il aurait eu 105 ans cette année. Il a œuvré dur pour le Cameroun. Lorsqu'on parle, on évoque le nom Cameroun dans le monde entier, c'est d'abord à lui qu'on pense. On pense à lui dans certains milieux politiques, pour ne pas dire la quasi-totalité, avant de penser à Roger Mila, avant de penser à Samuel Eto'o, avant de penser à tout ce qui existe au Cameroun, son nom est sur toutes les lèvres. Oui, l'homme noir est un motif. Je suis noir, je le suis aussi. Bonjour maman. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter pour que les téléspectateurs sachent qui tu es? Bien sûr. Je suis Hermine Victorine Ngo Oumniobe, deuxième fille de Ruben Oumniobe, que tout le monde connaît très bien, qui vous a été présenté d'ailleurs tout à l'heure. Je dois l'avouer, je suis très ému en vous recevant. Très ému, car c'est toute l'histoire du Cameroun qui remonte dans mon être. Depuis combien de temps vivez-vous en France? Depuis juin 2011. On va pas mentir aux téléspectateurs, on se tutoie désormais. Depuis juin 2011, cela fait donc 7 ans. 7 ans que je vis au Cameroun. Ah, pardon, en France. Ah, je ne suis pas encore... Reparti au Cameroun. D'accord. Okay. Ouais, je ne suis pas le seul ému. Nous sommes tous. Les mois sont émus. Et qu'est-ce qui t'a amené en France? C'était un problème de santé. Donc actuellement, je suis guérie. J'ai passé une année à l'hôpital Salpêtrière de 2011 à 2012. Actuellement, j'ai recouvré ma santé et je suis obligée de rester en France parce que je subis des contrôles. Mais sinon, tout a été stabilisé, ça va. Pour le moment, ça va. Je me porte bien. Il faut dire que tu as été obligé d'être évacué en France. Hein? Tout à fait, oui. Tu n'as aucune chance de guérir au Cameroun. Et au Cameroun. Ça a été fait par ça a été dit par le docteur Dan de la cathédrale, la clinique de la cathédrale en Omnisport. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Elle m'a dit, maman, à l'état actuel de votre santé, je ne vous donnerai pas plus de 8 mois si vous restez au Cameroun. Mais si vous allez en France, vous avez 50% de chance de guérison. Et c'est ce que j'ai fait parce qu'à l'époque, je travaillais dans un bureau d'études Aegis Cameroun. Je me suis rapprochée de mon directeur général qui m'a dit, parce que là aussi on m'appelait la mère, j'ai pas besoin de vous dans cet état. Et c'est même lui qui m'a accompagné à l'ambassade. J'ai eu un visa de 3 mois, il m'a dit, va te débrouiller, je crois que je te souhaite bonne chance et bonne guérison. Ben, on va lui dire merci, il est toujours en poste. Oui, pas en poste, il s'appelle Jérôme Courbon. Mais il n'est plus au Cameroun, mais il est en poste toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Courbon. Merci. Vous avez rendu un grand service à tous les Camerounais, car je suis certain qu'ils vont être contents, les Camerounais et les Camerounaises, de te découvrir sur ce plateau. Oui, merci beaucoup. Moi aussi. Bon. Comme pour la première, je ne suis pas habituée des médias, mais pour la première fois, je suis très émue. Donc vous allez m'excuser si je bave un tout petit peu. Ne t'inquiète pas, même si tu baves, nous allons voir tes bavures. Alors, il faut dire qu'on va remercier notre ami commune qui nous a permis de nous rencontrer. Hein. On ne va pas citer son nom, on ne sait jamais. Donc merci à toi qui est quelque part dans le Val d'Oise là. On va bientôt aller manger quelque chose chez toi. Merci beaucoup. Alors, maman, on va un peu revenir dans l'histoire. Je ne peux pas te recevoir sans parler de papa. Qui n'est pas ton père à toi toute seule? C'est mon père aussi. Hein? C'est vrai. Donc s'il y a même l'héritage, même les terres là-bas, je prends ma part là-dedans. C'est mon père aussi. Tout à fait. Et c'est le père des 23 millions de Camerounais. Des Camerounais. Donc,
Tu es donc la sœur de tous les Camerounais. De tous les Camerounais. Je pense, moi, de le dire. Hein. Si quelqu'un veut me contredire, qu'il vienne dire ça ici. Donc, on va donc revenir un peu en arrière pour parler de toi, ton enfance, de notre papa. Quand Ruben Oumniobé est assassiné, tu as quel âge? 5 ans. 5 ans. Parce que je suis né le 13 août 1953. Donc, il est assassiné en 58. Il est assassiné en 58. Donc, j'avais 5 ans. 5 ans. 5 ans. Tu avais des frères, des sœurs aînées ou pas à cette époque? J'avais une sœur aînée et des petits frères. Actuellement, ma sœur aînée est décédée, paix à son âme. Donc, on est 4. Mais avant, on était 7. J'étais deuxième. Après, il y a les garçons. Après, il y a une fille. Il y avait 2 filles. Donc, actuellement, il y a 2 filles, 2 garçons. Il y a une anecdote. À cette époque, lorsque papa est résistant, certains l'ont appelé maquis, mais moi, je l'appelle résistant. Ben oui. Quand je vois ceux qui sont résistants en France, alors qu'ils n'ont pas fait le centième de ce que ton papa a fait au Cameroun, je me... Hein? Donc, papa était résistant. Et il m'a toujours été rapporté qu'il le sentait, qu'il n'allait pas vivre longtemps, et il vous a épargné, il vous a éloigné de lui. Est-ce que c'est vrai? Oui, parce que ce qui m'a été rapporté, je ne l'ai pas connu, parce que, comme vous l'appelez, parce que moi, je ne peux rien dire de lui, on l'appelle prophète, un homme sage, un porol et tout ça. Donc, il a su qu'il s'est engagé à quelque chose qui risque d'être un peu difficile à gérer par sa famille. Donc, moi, personnellement, il m'a mis dans une famille d'accueil, comme on dit ici, une famille amie. Ma grande sœur aussi, à Douala, Daniel, à Iseka. Bon, les autres étaient encore tout petits. Les autres étaient tout petits. Donc, je parlerai de mon histoire que j'essaye de maîtriser un tout petit peu. C'est dans ce village que j'ai fait passer tout mon primaire, quoi. La partie primaire, je l'ai passée là-bas avec cette famille que je considérais comme ma propre famille, comme mes parents. Et je n'avais pas droit à me mêler aux autres enfants. À chaque fois qu'on sonnait la sortie de l'école, on venait me récupérer, on disait... Qui? Il y avait une maman, une grand-mère qui venait me récupérer. Pourquoi? Parce qu'on disait que je ressemblais beaucoup à papa. Et ils avaient peur qu'on ne m'enlève. J'avais pas droit le marché public. Et à l'époque, c'était, je crois, 1 fois par mois ou 2 fois. J'avais pas droit d'y aller parce qu'ils n'étaient pas sûrs que j'allais revenir à la maison. Donc j'étais là, encadrée. J'ai pas connu l'amour paternel ni l'amour maternel parce que étant là-bas, je voyais ma maman, que j'ai découvert après que c'est elle qui était ma mère, qui venait rendre visite, d'après moi, à sa sœur ou à son amie. Mais c'est quand il faut aller au collège maintenant, il fallait que j'aille à Yaoundé. J'ai vu tout ce qu'elle a pu faire, son investissement. Et c'est là où j'ai compris que cette femme, c'est elle qui était ma maman. Et vous savez, à l'époque, les enfants n'avaient pas droit comme actuellement. Parce que depuis que je vis en France, je vois que c'est les enfants qui dictent une certaine loi, ils demandent, ils posent des questions. Mais nous, à l'époque, on ne pouvait pas poser certaines questions. Je ne pouvais pas demander si c'est vous qui êtes, c'est toi qui es ma mère ou si... Ah non. Surtout pour une enfant bassa ou bamileki, on doit élever avec ce qu'on appelle le lock show, je ne sais pas quoi on appelle ça en bassa, le ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Donc, elle aussi, elle a été privée de ses enfants, elle ne pouvait pas nous donner cet amour parce que au sortir du maquis, comme le mot, c'est le mot qu'on utilise, elle a été accueillie par un pasteur, le pasteur Ngombi Pierre, paix à son âme, qui l'a accueillie à Boumiébel. Et c'est lui qui l'a encadrée pendant des années. Elle vivait seule, loin de ses enfants. Moi, j'ai connu ma grande sœur quand elle était en classe de 3e. Elle est venue là où j'étais.
Et on ne m'a même pas dit que c'était ma grande sœur. Donc je vais découvrir après. Je la découvre normalement. J'essaye de vivre auprès d'elle. On essaye de se frotter, de causer, de discuter, de construire quelque chose. C'était en 70, quand elle était en terminale. 70, ça veut dire que tu avais 17 ans. Oui. Elle vient maintenant à Yaoundé, elle est interne. Ouais. Et c'est là où on a eu à faire des échanges réels comme sœurs. Daniel étant à Ezeka. Daniel, c'était ton petit frère. Hein? Oui. Daniel étant à Ezeka, c'est lui qui a reçu la balle qui a tué son père. Il a été blessé là-bas. Mais étant à Ezeka, franchement, on ne se voyait presque pas. Donc, la famille a été éparpillée dans tout le Cameroun. Et tu vois, avec tout ceci, on comprend que ce monsieur, qui était mon père, notre père, qui était un homme très sage, stratège, il savait bien que sa famille, pour que cette famille puisse survivre, il fallait qu'on soit un peu éparpillé. C'est vraiment triste. Mais bon. Et à quel moment découvres-tu qui est ta vraie maman? J'avais 14 ans. 14 ans. Quand il fallait que j'aille au collège. C'est en ce moment-là. C'est elle qui m'a accompagnée à Yaoundé, m'a confiée à la famille maternelle de papa. Donc, quand ils discutent le soir, on dit Mata, la fille, Mata, ta fille, Mata, ta fille. Je dis, ah bon, ça c'est... C'est comme ça que tu découvres qui est ta vraie mère. Ouais. On ne te dit pas, voici la vraie maman. Non, mais parce que j'avais pas l'acte de naissance réel. J'ai évolué sous un prête-nom. Ben oui. Ah bon, comment on t'appelait? C'était Ngoum, O-U-M, point. Ngoum, c'est tout? Tout coup, O-U-M. Il n'y a pas Niobé dedans? Il n'y avait pas Niobé, qui n'avait rien à voir avec Niobé Ruben. En plus, O-U-M, ton père c'était U. C'est U-M. U-M. Voilà. Donc il fallait faire quelque chose pour me permettre d'aller au moins à l'école. Avoir une certaine identité. Ah oui. Quelle enfance as-tu eu dans ce cas-là? Est-ce que tu as été heureuse? Est-ce que ceux qui t'ont élevé, on va dire ça comme ça, ont été des gens bien pour toi? Non, oui. Ouais, c'était des gens bien. C'est pour ça que je dis, je croyais que c'était mes parents. Ah, tellement ils te traitaient bien. Oui. Bon, maintenant, quand je découvre qui est mon père, je suis revenue vers eux pour qu'ils essayent de me parler de mon père. Mais ça a été très difficile. Très, très difficile. Déjà, le monsieur, quand on lui parlait de Oumniobé, alors là, il ne fallait pas prononcer. Il craquait? Ouais. Il pleurait? Ouais. Donc, du coup, déjà avec maman, c'était pas facile. Ouais. C'était pas du tout facile. Donc, du coup, l'histoire de notre papa ne nous a pas été racontée. Je l'apprends comme ça, par des écrits, par les médias, comme tout le monde, comme tous les autres Camerounais. Alors que j'aurais bien voulu, tellement on vénère mon père, notre père. J'aurais bien voulu qu'il m'élève, qu'il m'inculque cette éducation, que je puisse l'appeler papa, que je puisse le serrer dans mes bras, qu'il puisse aussi m'appeler ma fille. C'est-à-dire les voir mes parents, quoi, vivre ensemble. Je cours vers eux. J'ai pas eu droit à tout ça. Ma soeur non plus, mes frères non plus. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a été stigmatisés, on a été traumatisés. Et plus tard, lorsque tu deviens adulte, tu as eu des enfants toi aussi. Ah oui. Ah, là aussi, ça n'a pas été facile. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils aîné, paix à son âme, il est mort en 2004. Il portait le nom complet de mon père, Oumniobé Ruben, avec un petit sobriquet Dédé. En début des années 80. Oui.
quand il y avait l'école, non mais ça existe toujours, la maternelle, le parc Repiquet, mon petit frère y a été, voilà. Derrière donc, le trésor quand les public, enfants là. Partaient de là, ils entraient directement à l'école du centre. Effectivement. À l'époque, c'était M. Robert, un Français, qui était directeur. Oui. Bon, j'arrive juste parce que je savais. Il y a une amie qui m'a dit, le nom de ton fils vient après le nom de mon fils. Je vais voir M. Robert. Il me sort la liste, je vois un trait noir. Il me dit justement, mais le nom a été enlevé au ministère de l'Éducation. Je ne sais pas pourquoi. Au ministère de l'Éducation du Cameroun? Oui. Après, je lui dis de me donner la souche du dossier de mon fils, pour qu'il n'y ait même pas de traces, pour qu'il n'ait pas de problème. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone plus 33 139 85 14 23. Donc, on n'a pas voulu que ton fils entre à l'école du centre, à l'école du Yaoundé. Centre, déjà. Et même après, je suis allée à l'école départementale de Mélène. Oui. La directrice l'a bien pris. Mais là aussi, je me suis tamponnée avec un maître qui me demande comment j'ai osé donner ce nom à mon fils. J'ai pas pu trouver les mots. Parce que étant déjà traumatisée, stigmatisée à la base, j'étais très mal en point. Mais c'est son collègue qui l'avait repris pour lui faire comprendre qu'elle avait droit de donner le nom de son père à son fils. Donc là, j'ai compris que j'avais droit. J'étais même pas camerounaise. J'avais droit à rien. Donc c'est après la réhabilitation de tous les héros, là, en 91, que M. Binzi, que tu connais très bien. M. Binzi? Oui. Son prénom, c'est encore... Anani Rabier Binzi. Anani Rabier Binzi, effectivement. Fait donc dans son émission, je crois que c'est 52 minutes, oui. La tribune de l'histoire, où il interviewe ma mère et j'étais présente et un de mes petits frères était présent aussi. Et c'est là où même mes collègues de service vont découvrir que je suis la fille de Oumniobé. Tu ne leur disais pas? Ben non. De peur d'être stigmatisée? Ah oui, tout à fait, tout à fait. J'ai jamais voulu parler de mon père. Jamais. C'était une douleur, hein? Ah oui. Ne pas parler de son propre papa. Non, non, non. Non, non. Et à chaque fois, quand je trouvais un bouquin, les gens m'envoyaient des bouquins, je donnais à mes enfants. Je dis, au moins, vous allez connaître l'histoire de votre grand-père. Mais moi, je ne sais pas si ça m'intéresse. Parce que tout ce que j'ai vécu, c'est largement suffisant pour moi. Et après cette réhabilitation et cette interview d'Anani Rabier Binzi, ton entourage professionnel sait désormais qui tu es. Comment est-ce qu'on se comporte avec toi? Non, j'avais pas de problème. J'ai pas eu de problème. Est-ce que tu ressentais la compassion de la part de certains? Ben oui, et de l'admiration. De l'admiration aussi. Ouais, les deux. Les deux. De l'admiration. Bon, mais comme je n'avais pas intervenu ce jour-là, il avait posé des questions à maman et bon. Donc, je n'avais pas raconté mon histoire. C'est pour la première fois que je m'exprime, quoi, sur mon histoire. Merci de m'avoir fait confiance en partageant avec moi, ton frère, cette histoire-là. Merci beaucoup. Dis-moi, aujourd'hui, tu vis en France. Tout le monde sait la relation tumultueuse que papa eut avec la France à cette époque-là. Certains imputent même au pouvoir politique français sa disparition. Qu'est-ce que cela te fait de vivre sur cette terre, dans ce pays qui a peut-être décidé de ta vie? Dans un premier temps, je crois que je viens en France depuis 2000. J'avais peur. D'abord, je ne savais pas qu'un jour je pouvais avoir un visa français. Mais ça n'a pas été compliqué.
À l'époque, quand on déposait le dossier l'après-midi, on vous donnait la réponse. J'ai pas eu de soucis. J'ai pas été inquiétée. Donc, depuis, je venais, mais c'est vrai, je venais famille et tout. Mais depuis mon installation ici, depuis juin 2011, non, j'ai pas de problème. Mais ils ont commencé à me donner des papiers, sans problème. Aujourd'hui, tu dois la vie à cette même France. Bah oui. C'est quand même bizarre. C'est bizarre. Et pourtant, c'est vrai. C'est bizarre et pourtant, c'est vrai. Si la France était personnifiée, lui dirais-tu ta colère ou un merci? Que lui dirais-tu? Les deux. Pas la colère en tant que telle, mais parce que je sais que peut-être ils étaient obligés de passer par là, mais essayer quand même de leur faire comprendre que j'espère qu'au jour d'aujourd'hui, des choses comme ça ne peuvent plus arriver. Mais je crois qu'à l'époque, il y avait des gens qui avaient d'autres sentiments par rapport à la chose politique. Au lieu d'un dialogue, ils préféraient peut-être éliminer celui qui les encombre, celui qui est en face, mais leur dire de changer des méthodes et qu'ils soient un peu pacifiques, quoi. Bon, merci parce qu'ils m'ont accueilli et j'ai recouvré ma santé. Donc, ouais. Parce que la haine, je ne sais pas si ça paye pas. Tout au contraire. Quand on dialogue, là on trouve le pour et le contre. Ça ne sert à rien de prendre les armes sans faire une table ronde comme ça et discuter. Dire à son frère que ce que vous m'avez fait ne m'a pas intéressé. Est-ce qu'on peut revenir sur d'autres bases pour aller de l'avant? C'est une belle leçon de vie, hein? On va dire qu'on tourne cette émission à l'occasion de l'anniversaire de papa. Il aurait eu 105 ans aujourd'hui. Sa date de naissance, c'est bien, tu nous la rappelles pour que les téléspectateurs la mémoire. C'était en 1913 et il a été assassiné le 13 septembre, donc jeudi, ça fera 60 ans. Ça fait 60 ans, donc c'est jeudi. Il avait à l'époque 45 ans. 45 il aurait ans. eu 105 ans aujourd'hui. Voilà pourquoi cette émission est tournée aujourd'hui, pour lui rendre hommage. C'est vrai. Pour lui rendre hommage. Nous allons en profiter pour rendre également hommage à Maurice Teguel, le colonel Maurice Teguel, qui s'est battu et a porté le projet de la construction de sa statue à Ezeka. Paix à son âme. On profite pour saluer ses enfants qui sont ici, Vanessa, Sophie, Jean-Blaise et Jacques qui est au Canada. Donc on vous salue. On va aussi profiter pour saluer Louise Emeka Fossi, qui est la fille de Fossi Jacob, qui a écrit ce livre. Fossi Jacob était le représentant de ton papa à Bafoussam. Il a été enlevé comme ça devant ses deux épouses et ses enfants un jour. Il n'est jamais réapparu. Et on a appris plus tard qu'il a qu'ont précipité les nationalistes camerounais dans les chutes de l'amitié que tu vois en image. Et lui, Fossi Jacob, n'a pas voulu aller seul. Il a faim d'avoir un secret à confier au gendarme André Outard, français. Et André Outard a éloigné les autres nationalistes pour l'écouter. Il l'a agrippé et il s'est jeté dans les chutes de l'amitié avec André Outard. C'est comme ça que l'histoire fut connue et on arrêta de précipiter les Camerounais dans ces chutes de l'amitié. Donc, Louise Emeka Fossi avait à cette époque-là 3 ans. 3 ans seulement. Et elle n'a jamais vu son père. Ah oui. Elle est exactement comme toi. Vous avez exactement le même âge. Et je souhaiterais que vous vous rencontriez. Ça sera avec plaisir. Donc, quand les orphelines se retrouvent. Dis-lui, elle est là. Dis à Louise, parle-lui, elle, c'est ta soeur. Dis-lui. Non, Louise, je suis très contente de voir que tu as sorti ce livre pour retracer
la vie de papa là-dessus. Et vraiment, félicitations et beaucoup de courage. Nous devons aller de l'avant, malgré tout ce qu'on a subi. C'est plutôt pour nous donner la force de tenir. Merci, ma chérie. J'espère que la santé te permettra d'écrire le tien. Je l'espère aussi. Parce qu'on nous reproche, nous les Noirs, de ne pas laisser des écrits. Ouais, c'est important. C'est vrai, c'est vrai. J'ai un exemple, hein. Tu vois à côté de toi une image, ils ont vendu mon frère, c'est mon livre qui est sorti tout récemment, qui raconte l'histoire de mon petit frère esclave en Libye et ma propre histoire de l'immigration. Et quelques frustrations c'est vrai. Que j'ai connues à l'école, que j'ai connues ici en prison, en zone d'attente à Roissy. Donc, donnons cet exemple-là à nos enfants, à nos jeunes frères. Exactement. Même s'ils savent écrire, écrivez comme vous voulez. Mettez quelque chose sur le papier. Mettez. Comme on dit au Cameroun, ça sort comme ça sort. Comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Ok, maman. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu veux adresser à tes frères, à tes enfants, à tous ceux que l'humanité a de bons comme être humain? D'accord. Merci beaucoup, mon fils, de m'avoir permis aujourd'hui de m'exprimer. De commencer à m'exprimer. Commencer. Voilà. Ce n'est que le début. Hein? Ce n'est que le début. Je ne veux plus te lâcher. Je souhaite à ma mère beaucoup de courage parce qu'elle a déjà 95 ans. Et j'interpelle le peuple camerounais parce que c'est le mot qu'utilisait notre père. Il disait le peuple camerounais, mes frères, de prendre soin de la seule personne qui vous reste. Après Marthe Moumié, Marthe Ouandji, il vous reste Marthe Oumiobe. Elle est très affaiblie, mais elle est encore solide, comme toute bonne Africaine. De prendre soin d'elle. Elle a besoin de ses enfants pour comprendre réellement l'œuvre de son mari et savoir que ce qu'il faisait n'était pas une petite chose. Parce qu'elle disait, elle avait dit à M. Binzi, elle voyait son mari sortir, rentrer, elle ne comprenait rien. Mais c'est vous qui devez lui faire comprendre que ce qu'elle a fait est louable. Mes enfants, André Désiré et René, suivez le pas de votre grand-père. C'était un homme bon. Parce que si au jour d'aujourd'hui, on le vénère, on respecte sa mémoire, ça veut dire qu'il a fait des bonnes choses. Suivez cet exemple. Quant à toi, Daniel, leader, et Françoise, je ne peux plus vous dire de suivre le pas de votre père. Vous êtes en train de le faire. Allez de l'avant, exprimez-vous et faites savoir au peuple et toutes les nations qui vous êtes. Nous remercions notre fils, M. Mafo, qui m'a permis de m'exprimer pour la première fois, sans toutefois parler de politique, parce que ça, j'aime pas. J'aime pas la politique, je vous le dis sincèrement, parce que la politique m'a rendu orpheline, sans savoir pourquoi. Donc, il m'a permis de parler de mon géniteur, de m'exprimer, de montrer la douleur que j'ai toujours en moi, parce que je ne l'ai pas connue. Alors que j'aurais bien voulu être élevé par cet homme qu'on respecte, qu'on vénère. Je vous remercie. Chers téléspectateurs de JMTV+, j'espère que vous avez aimé ce programme. J'espère que vous allez écouter les paroles de notre sœur, de notre maman, de nos sœurs, car il n'y a pas que Hermine. Maman Hermine, il y a aussi Louise et Mekaf aussi. Elles ont le même âge, elles ont vécu les mêmes tragédies. Un peu plus que vous et moi. Il faudrait aussi penser à Maman Marthe, sa maman. Nous avons encore la chance de la voir, c'est elle seule qui est encore en vie. Oui, hein. oui. Parce qu'il faut dire même l'épouse de Louise et Mekaf, de Jacob Fossi, est aussi décédée. C'est elle seule qui reste. Maman Marthe Oumniobé est la seule qui est encore en vie. Pensons à elle,
n'attendons pas le dernier jour pour aller acheter la boisson. Ah ben voilà. C'est maintenant. C'est maintenant. On se retrouve sur ce même plateau avec notre invité dans quelques jours. Encore bon anniversaire à toi, papa Ruben Oumiobe. À très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Bye bye. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.